Et donc je voudrais céder la parole à Jean-Jacques Girardot, qui est donc président du conseil scientifique d'INTI et qui est conseiller à Akokima, qui est une SCOP spin-off. Bien, bonjour, merci. Donc je remercie le CAP, le CCAS, le CPAS, pardon, réflexe français, et bien sûr le CGFA et également Concertes, qui nous ont invités aujourd'hui pour parler donc de observation des territoires et impact social. Alors, je suis particulièrement content, un peu ému d'être ici parce qu'en fait, tout ce que je vais vous raconter vient d'une première rencontre, en fait ici à Charleroi, sur le thème de l'observation, déjà à la suite de pauvreté, du programme européen Pauvreté 2, on était dans Pauvreté 3, et Jean-Marie Berger et Étienne Jacques, qui étaient responsables du CPAS à l'époque, nous ont présenté un observatoire très complet avec une grosse partie terrain. Donc ça nous a quand même pas mal inspiré. Après on a développé une solution propre, mais je suis assez ému de revenir ici pour cette raison. Et en fait, il y a des choses qui vont vous paraître peut-être neuves, mais en fait, ne sont pas autant que ça. Une autre expérience qu'on a eue, et si on parle d'impact, avec Charleroi en commun, c'est justement le développement de la carte santé à Charleroi. La carte santé, c'est une expérience qu'on a développée dans le cadre justement du programme Pauvreté 3 dans le département du Doubs, à la suite d'une observation qui au début avait étonné les travailleurs sociaux, c'est que à la suite d'une enquête, on s'apercevait qu'il y avait 3% de gens qui disaient ne pas avoir de protection santé. Les travailleurs sociaux ont dit mais c'est pas possible, en France, vu le système, tout le monde a une protection. Et en fait, ben oui, c'est ce qu'on appelle maintenant le non-recours, c'est-à-dire il y a des gens qui ont le droit, mais qui n'en profitent pas. Et quand on a approfondi les résultats de la première observation, eh ben on s'est aperçu en fait que c'était beaucoup plus que 3%. Et on a mis en place un dispositif, la carte santé pilote sur un territoire, dont le premier impact a été l'extension au niveau national. Et puis après, avec 2 ou 3 autres impacts au niveau européen. Un autre impact important de ce réseau et des observations qu'on avait construites, c'est le réseau d'initiatives, initiatives d'insertion économique et sociale. C'est un réseau en fait qui a été fait après une observation assez importante où on avait pu démontrer une chose qui paraît tellement évidente maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque, parce que les directions de l'action sociale étaient plutôt des directions de la famille, si bien que d'un certain côté, les jeunes n'existaient pas. Hein. S'ils avaient des problèmes d'emploi, ça allait se résoudre parce qu'il y aurait l'appui de la famille, etc. Donc, en fait, on avait montré que les gens qui avaient le moins d'emploi, qui avaient moins de chances de trouver un emploi, c'était ceux qui étaient les plus diplômés. Donc, cela a eu un impact très important, ce qui rassurera les acteurs sur quand même l'intérêt de l'observation et de l'évaluation, c'est qu'on a réussi à convaincre la Commission européenne de compléter le programme Pauvreté 3 par un programme Horizon, qui était vraiment un programme d'insertion et non simplement un programme de lutte contre la pauvreté. Donc je range dans les impacts parce qu'on peut effectivement partir d'un constat au niveau de l'observation et aller beaucoup plus loin, même au niveau politique. Ensuite, autre type d'impact qu'il y a eu, c'est le travail qu'on a conduit sur la mise en place du revenu minimum au Portugal, parce que on avait travaillé sur le revenu minimum
dans notre département, mais le Portugal était intéressé justement pour analyser toutes les conséquences possibles que pouvait avoir la mise en place d'un revenu minimum. Et je dirais en premier lieu le coût que ça allait avoir, mais pas simplement le coût, tous les autres impacts. Vous avez tous entendu parler des jardins de cocagne. Eh bien, c'est une action qui a démarré dans le programme Pauvreté 3 du Doubs. Je vais vous présenter rapidement le dispositif d'observation de la SEM. Les gens de la SEM sont là et pourront vous en dire plus, mais simplement pour vous dire que voici un dispositif multiscalaire d'observation qui, à la fois, permet bien sûr de rendre compte aux financeurs des actions conduites sur le territoire national, mais aussi d'exploiter les données locales à l'échelle d'une ville ou d'une région pour faire un travail de partenariat et décider d'actions assez largement avec des ensembles de partenaires qui sont relativement importants. Et donc, simplement pour dire que l'observation, l'évaluation, quand on travaille sur la question des impacts, ça peut permettre à la fois de rendre compte, parce qu'il faut quand même bien rendre compte aussi, il faut quand même bien, même que ça nous plaise ou non, il faut le faire, donc il faut le faire le mieux possible et de manière à ce qu'on puisse en faire plus au niveau des acteurs, pas simplement être dans une fonction de contrôle, mais être aussi dans une fonction de co-construction. Alors, je vais être fâché avec cette machine. Donc, les observatoires. Mon idée, c'est que les observatoires, c'est les outils ce sont les outils de l'évaluation de l'impact sur un territoire et dans le temps. Lorsqu'on parle d'impact, ça a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus, on va au-delà des résultats. On va au-delà des résultats, si bien au niveau du territoire que dans le temps. Et c'est quand même un exercice relativement difficile qu'on ne va pas pouvoir conduire avec de simples outils d'évaluation, mais il faut vraiment avoir souvent une évaluation sur un territoire plus large que celui de l'action ou sur un territoire dans une perspective temporelle plus longue. Alors, les impacts, en général, ça intéresse les orientations des politiques publiques, donc des politiques qui sont votées ou décidées, et qu'est-ce qui se produit derrière. Ça intéresse bien sûr fortement les politiques et ça intéresse également des initiatives, des projets locaux, des acteurs qui veulent simplement montrer, convaincre que finalement leur action est utile et aussi qui veulent voir comment ils peuvent la conduire au mieux dans l'intérêt des populations. Si on regarde ce qu'est un observatoire, souvent c'est décrit comme un dispositif socio-technique. Il y a de la technique, mais il y a des gens aussi qui collectent des données, souvent à partir de recensements et d'enquêtes, et publient des indicateurs généralement quantitatifs. L'observation territoriale elle-même, c'est en fait un outil de gouvernance. Ça a été dit ce matin, c'est très ancien. Dès les premiers empires, les États, ces empires ont fait de l'observation parce qu'ils voulaient contrôler l'usage du sol, ils voulaient lever des impôts, des armées, donc c'est étroitement politique. Il n'y a pas d'observation qui n'ait pas une dimension politique. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que ça ne doit pas être simplement la politique des plus puissants, mais ça doit être un instrument politique pour tout le monde, pour que tout le monde ait l'information nécessaire pour accéder à l'information et pouvoir justement monter des initiatives et les défendre. On n'en est pas resté bien sûr aux premiers empires, mais après-guerre, il y a eu un mouvement important de développement d'observatoires nationaux thématiques qui se sont développés pour produire des indicateurs publics dans un contexte particulier qui était celui
de la planification, ça a été dit, mais plus généralement de la comptabilité publique et de l'intervention étatique. On voulait voir quand même quel était justement l'impact de ces interventions, etc. Et maintenant, après la décentralisation, on voit le développement d'observatoires territoriaux qui se développent en fait en intégrant des indicateurs, mais dans une logique multisectorielle. Les indicateurs nationaux sont plutôt thématiques. Les indicateurs territoriaux, eux, vont aller rassembler des indicateurs dans une logique multisectorielle. Et ce qu'on voit aussi, ça s'est vu dans les ateliers, souvent ce sont des réseaux. Ce sont de plus en plus des réseaux. Alors, évaluation et observation, là je vais passer rapidement, mais en général lorsqu'on évalue, on veut connaître la pertinence d'un projet, on veut justifier son objectif, on veut montrer que l'objectif a été atteint après, et on établit des indicateurs pour ça. Et l'évaluation de l'impact, ça va au-delà. Ça sert à la fois, des fois, à montrer la pertinence du projet, montrer qu'il est bien dirigé vers les gens auxquels on s'intéresse, par exemple. Et après, ça va permettre, grâce à un observatoire, va permettre d'étudier tout l'impact de ce projet, même quand il s'est arrêté, pour voir tous les effets induits qu'il peut avoir sur la population, de manière au-delà, disons, des simples usagers du projet ou de l'initiative. Mais il y a un autre aspect des études d'impact qui est important, c'est d'analyser l'influence du contexte sur un projet. Par exemple, vous avez développé des emplois, c'est merveilleux, mais vous ne serez pas convaincant parce que au niveau global du territoire, l'emploi s'est amélioré. Donc vous aurez du mal à établir que c'est vraiment votre action qui a amené le résultat que vous pouvez observer. Ça, c'est un aspect des études d'impact qui est très important. Mais, donc, maintenant, ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'évaluer les impacts d'initiatives sociales, l'impact social. Et bon, je pense qu'il faut bien préciser qu'on emploie social dès qu'il s'agit de réduire des inégalités, d'améliorer l'accès, par exemple, à l'activité, aux soins, à l'éducation, etc. Et que souvent, les initiatives sociales s'intéressent aux plus démunis, au moins à des catégories démunies. Ça n'empêche pas qu'elle doit être gérée sobrement et équitablement, l'aspect économique est quand même présent. Et elle respecte l'environnement. Si c'est du développement durable, bien sûr, on doit conjuguer social, économie et environnement. Une autre chose qui est importante, c'est que lorsqu'on fait du social, on va nécessairement à l'encontre du néolibéralisme, donc de la privatisation, de la surconsommation, de la réduction du public au privé, de la biodiversité au profit immédiat. Si on veut juger l'impact d'une entreprise classique, c'est pratique, ils ont un objectif, c'est le profit. Donc on peut répondre à beaucoup de questions parce qu'on sait réduire beaucoup de choses à ce profit. Mais si on fait du social, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas un indicateur unique de ce type-là. Alors, deux mots sur la méthode Catalyse. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a été développée en 1989 dans le cadre de Pauvreté 3, mais c'est une méthode qui a comme caractéristique de travailler avec et pour les acteurs. Je ne vous parle pas de l'évaluation du point de vue des financeurs, etc. On me l'a proposé, j'ai toujours refusé,
parce que ce qui me semblait intéressant, c'était de travailler pour les acteurs, avec les acteurs. Donc, tout ce que je vous dis, ça vient de là. Sur cette base a été développé également le concept d'intelligence territoriale, cela vous a été expliqué, et l'intelligence territoriale, lui, travaille, en fait, c'est une réflexion sur un nouveau mode de développement dont la finalité serait le bien-être plutôt que le profit immédiat. Et il y a un concept qui est important, je vais vite, ça a été dit, c'est celui de transition socio-écologique. Ce n'est pas simplement le développement durable, etc., ça reste certainement à critiquer, à analyser, mais c'est comment, une fois qu'on s'est fixé un objectif de ce type, on y va concrètement. Quels sont les agendas? Et surtout prendre conscience qu'on ne va pas y aller tous les territoires ensemble en partant de choses tout à fait dissociées. Donc, on me dit d'aller vite, donc je vais aller vite. Vous pourrez lire les choses ici. Quand on commence à vouloir faire de l'observation avec des indicateurs, on s'aperçoit que les indicateurs, ça a été dit, ils ont plein de défauts. Hein. Premièrement, si on veut faire du développement durable, il y a un déséquilibre net entre les indicateurs économiques, les indicateurs sociaux et surtout environnementaux. Il y a un manque d'articulation entre les niveaux de territoire qui sont tout à fait clairs. Par exemple, les indicateurs santé sont rarement publiés en dessous du niveau régional, bon, etc. Souvent, il y a un défaut de publication au niveau local. On descend rarement en publication en dessous de la commune. Dès qu'on attaque les quartiers, les niveaux infracommunaux, c'est très compliqué. Il y a une couverture irrégulière du territoire. Il y a des zones quasiment méconnues. Il y a un délai de publication et un manque d'actualisation assez important. Parler du chômage dans un quartier avec des chiffres qui datent de 7 ans, ça n'a pratiquement pas de sens. Hein. Et puis surtout, il y a un problème d'accessibilité. Qui peut accéder aux données? Ça coûte souvent cher aux résultats, et puis c'est pas très compréhensible. C'est fait pour des experts, c'est pas du tout fait pour le maire, le petit administrateur, l'acteur, voilà. Et puis bien sûr encore moins pour le citoyen, même s'il a accès aux données, il ne va pas nécessairement entièrement les comprendre. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que Catalyse pallie à ces défauts des données froides par une confrontation avec des données chaudes, avec des données qui sont issues d'enquêtes, bien sûr, mais qui sont issues tout simplement des données que les acteurs ont. Ce sont les acteurs qui rencontrent le plus les usagers. Et eux, ils ont beaucoup de données. Hein. Et donc, une des astuces qu'on peut faire, c'est voir avec les acteurs quelles données ils peuvent partager. Et puis surtout, une partie importante des données qu'ils peuvent partager, c'est les données d'interprétation. Hein. Parce qu'un indicateur, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Hein. C'est ce que vous faites avec qui compte. Avec, vous pouvez restreindre une action, mais vous pouvez aussi la défendre. Hein. Donc, je pense que tout ça, c'est en fait ce que développe la méthode Catalyse, dont vous avez le schéma, et donc vous voyez qu'on a eu le souci assez tôt d'avoir des outils qui s'intéressent à l'impact. Plus récemment, voici ici une première cartographie d'indicateurs publics sur notre région, notre nouvelle région, Bourgogne-Franche-Comté, et qu'on essaye de confronter avec des réponses à une enquête représentative sur la Franche-Comté dans ce cas-là. Bon, c'est quelque chose qui est dynamique et en mouvement, mais sont des tentatives pour justement mixer des données d'indicateurs classiques avec des données d'enquête, de partage. Là-dedans, il y a de l'enquête, il y a du partage d'informations. Voilà. Et l'objectif, bien sûr, c'est de donner accès à l'information à tous, hein, et que les acteurs puissent anticiper les risques et les impacts de leur initiative, et que de manière plus large, les citoyens puissent dialoguer sur l'impact des politiques publiques, des projets territoriaux et des initiatives. Donc c'est globalement une évolution vers plus de coopération et plus de participation.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.